Bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir pour ce 9e épisode de recevoir Hervé Kérourédan. Bonjour Hervé, comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Je suis très ravi de participer à ce podcast. Bon, c'est très gentil, c'est un plaisir partagé. Alors pour cette série intitulée Entrepreneurs francophones et francophiles d'Allemagne, et bientôt d'ailleurs, on va s'attacher à découvrir les différentes facettes ou parcours de créateurs d'entreprises, de projets personnels, à travers un échange convivial. Hervé, commençons par le début. Peux-tu te présenter brièvement? Donc, Hervé Kirouedan, comme le nom l'indique, je suis franco-allemand, de père breton et d'une mère du nord de l'Allemagne. J'ai 51 ans. Je suis né à Kiel. J'ai vécu mes 7 premières années au bord de la mer Baltique dans un tout petit village nommé Schönberg. Puis je suis parti, donc à l'âge de 7 ans, en Bretagne, puis ailleurs. Mes parents, très modernes pour les années 70, m'ont éduqué, élevé en parfait franco-allemand. Ils ont fait attention tout au long de mon enfance à ce que je pratique les deux langues et que je sois parfaitement imprégné des deux cultures. J'ai fait, après ma scolarité en France, en Allemagne et un peu en Espagne, des études de droit franco-allemand en Allemagne et en France. Et je suis à Hambourg depuis 1997, donc le siècle dernier. 24 ans de Hambourg. Et j'en ai toujours pas marre. On est Et nombreux. donc, vas-y. Et donc, arrivé en 1997, j'ai préparé mon projet professionnel. Et en 98, j'ai créé le Tibraise, Haus der Bretagne, la maison de Bretagne. Et voilà. Et depuis, je suis le breton de service de la ville. Exactement, et un peu comme le phare. Ça me fait penser à une question, peut-être on va un peu sortir de nos discussions d'avant. En tant que breton, tu le parles le breton? Moi, j'ai malheureusement que le nom. Donc, Ton nom est évidemment au moins aussi breton que le mien. Du breton, je ne le parle pas. Je l'ai eu un petit peu à l'école quand j'étais en oui, c'est ce Bretagne, que je pensais. en option. Et évidemment, j'ai les petites anecdotes classiques Les canavos. quand grand-mère voulait m'envoyer au lit, elle criait Dagosket, allez au lit. Ok, Au revoir, merci, des choses comme ça. Donc j'entends un tout petit peu le breton, mais je ne le parle pas du tout. d'accord, moi, non, bon. Tu as moitié-moitié breton et allemand, donc je vais pas te faire l'affront de demander sur le plat de Deutsch. De toute façon, c'est pas le cœur ici de notre discussion. Pourtant, je le maîtrise. Je le Ah, parle pas, mais bien. je le comprends. Ah, bien, bien. Hervé, parlons maintenant de ton engagement associatif. Oui, ça, oui, effectivement, je suis un peu impliqué ici. Et il est vrai qu'on me voyait un peu partout. Comme j'avais dit au départ, dès le début, j'étais un petit peu le breton de service, mais en Mhm. plus, c'était dans mon éducation et l'implication associative, pour moi, c'est un engagement citoyen. Je crois qu'il est important de s'impliquer dans la communauté dans laquelle on vit. De faire le lien entre les gens, tout à fait, Mhm. mais pas simplement râler et d'organiser les choses. Exactement. Être actif. Moins parler et actif, donc ça nous amène un peu à l'association Que fait un breton à l'étranger. Il crée une association de bretons à Hambourg. Alors, avant, l'association des Bretonnes et Bretons d'Allemagne du Nord. Donc, cette association, évidemment, je l'ai fondée dès mon arrivée. Et comme tu l'as bien dit, un breton, quand il s'installe quelque part, la première chose qu'il fait, c'est d'ouvrir une amicale ou une association. Exactement, il Et plante le quand on drapeau. regarde un petit peu partout dans le monde, il y en a partout à jouer leur cornemuse et le Le biniou. bignou, oui. Tout à fait. Et Et donc, il fallait pas que ça manque à Hambourg. L'association des Bretons, Pardon. elle a son sens et elle a effectivement un petit côté tout à fait sympathique et elle a l'ambition de l'être, mais elle a aussi des côtés tout à fait sérieux. On participe à la promotion de notre région, on participe à l'identité, à faire connaître notre région, à Mhm. partager les cultures et voilà. Donc on n'a pas c'est pas une ambition. On n'a pas une grande ambition,
Mais l'association des Bretons fait, et ça fait donc maintenant 21 ans qu'on est là. Et j'en étais président quand même 10 ans. Ah oui, Voilà. quand même. Une petite question, un petit aparté, des fest-noz. Ou comment ça s'appelle les danses? C'est ça, les Ah, les fest-noz. fest-noz, évidemment, ça fait partie Les classiques. des activités bretonnes et d'une association des Bretons. On organise régulièrement des fest-noz, hein, en partie des très gros fest-noz, hein, qui pâtent les galeries, et on remplit des grandes salles avec 300-400 personnes, hein, et énormément de danseurs qui sont là, et plein de bonne humeur et de convivialité. C'est Le super. prochain fest-noz aura sans doute lieu l'année prochaine. Ah, Tout va voilà. bien. Alors on va prendre note. Quand on sera tous vaccinés. Tout à fait. Très bien. On a parlé Et il y a donc. moyen de prendre des cours de danse bretonne à l'association. Ah, à Vannes. très bien. Alors, Voilà. je pense on reviendra à la fin sur les détails des coordonnées, mais c'est bien aussi pour les Bretons et pour les non-Bretons, bien sûr. Hein, on n'est pas sectaire, hein, on Tout est bien à fait, d'accord. pour les Bretons et les amis de la Bretagne. Et les amis de la Bretagne, exactement. Les membres sont en partie bretons, mais on a aussi des Français et Des- des Allemands. Exactement. Voilà. Et donc ensuite, on a parlé de Aban. Excuse-moi d'avoir écorché le nom de l'association. Pas du tout. Lié donc à la maison Tibresse, le Haus des Bretagne, der Bretagne. Moi, j'aimerais revenir aussi sur une autre association, puisque, comme on le disait, Hervé est très impliqué. Alpha, donc plus lié avec ton parcours scolaire, hein, du lycée français de Hambourg, Saint-Exupéry, enfin le fameux lycée français de Hambourg qui va changer. Donc on va faire un petit peu un cours d'histoire, un historique de l'école française et le lycée français. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu as vécu je me rappelle qu'à l'époque c'était 2 écoles, hein, c'est ça, Hervé? C'est tout à fait ça. Donc l'historique parfait, évidemment, je ne le maîtrise pas. Je connais la partie pour avoir été scolarisé à l'école franco-allemande de 1979 à 1981. Et de mémoire, à cette époque, il existait, donc avant 79, il existait déjà une école française qui s'appelait les Cours Farbeau. Cette école était un peu controverse, privée, tenue par un monsieur Farbeau, justement. Et à cette époque, mon père, qui travaillait en tant qu'administrateur à la mission laïque, hein, qui est une structure qui est prédécesseur à l'AESE, c'est l'agence de l'enseignement du français à l'étranger. Ouais, tout à fait. Un peu comme... Et donc, qui gère les écoles françaises à l'étranger. Voilà. Donc beaucoup. Et à l'époque, mon père travaillait donc à cette mission laïque, et avec un groupe d'enseignants de ces 10 cours Farbeau, ils ont décidé de créer la fameuse école franco-allemande de Hambourg, et qui était à l'époque déjà une école à gestion parentale, comme on la connaît au lycée français actuel. École franco-allemande à laquelle j'étais a fusionné avec les cours Farbeau en 87 pour donner le lycée franco-allemand Saint-Exupéry que nous avons bien connu, et qui est en train de devenir le lycée franco-allemand. Qui sera pour nos auditeurs à l'avenir un lycée franco-allemand. Raconte-nous un peu l'histoire de Alpha, parce que c'est vrai que moi je l'ai suivi en tant que parent d'élève où il y a eu cette discussion sur l'attachement à l'école, sur comment on appelle ça, les financements. Fais-nous un petit peu sans soulever de controverses, on est bien d'accord, hein. Je pense que moi j'ai aussi mon opinion là-dessus. Je vais éviter les controverses. Alpha, donc association de soutien au lycée français de Hambourg, qui au jour d'aujourd'hui s'appelle toujours Alpha, mais association de soutien à l'école française d'Hambourg et au lycée franco-allemand, vu que le lycée français n'existe plus et que oui, depuis longtemps. il évolue vers le lycée franco-allemand. Donc là, la genèse est un petit peu compliquée pour la plupart des auditeurs. Donc mon engagement auprès du lycée, évidemment, se fonde sur mes attaches par cette école. D'une, parce que j'y ai été enfant, parce que mon père a participé à la fonder, et que je suis convaincu de l'importance de ces structures de l'enseignement du français à l'étranger, et non pas pour que les Français restent pour être en immersion et pour préserver
on est dans une autre culture, préserver sa culture originelle et Les échanges, les liens. Voilà, et là, ici en Bourg, on voit en plus qu'on partage aussi. Il y a beaucoup de familles franco-allemandes, franco-européennes, tout simplement francophones, même germanophones. Donc c'est un mélange de cultures. Pour moi, participe au projet européen. Et donc la problématique de la jeunesse de cette association, elle est vraiment très compliquée et elle est plus d'actualité. C'est effectivement des problèmes de financement de la filière française Oui, je me rappelle, du lycée. Et au jour d'aujourd'hui, cette problématique n'existe plus dans la mesure où le lycée franco-allemand a été fondé et que l'ensemble des frais d'écolage sont maintenant pris en charge par la ville de Hambourg pour la partie collège-lycée. Exactement, c'est bien résumé. Donc, Voilà. Donc maintenant, Alpha est plus là en soutien pour la période actuelle. J'avais vu que vous aviez approché certaines sociétés pour pouvoir, par exemple, l'outil numérique pour certaines familles. Tout à fait. J'avais trouvé ça super, puisqu'en fait, il y a eu très peu d'écho. Et je me suis dit, il faut quand même que j'en touche un mot. Hervé, j'avais vu Henri qui avait récupéré les montré, enfin, pour faire la partie marketing, on va dire... communication là-dessus, j'ai dit c'est bien quand même, et c'est vrai que ça permet aussi, c'est toujours bien d'avoir une association aussi derrière. On arrive un peu à donc une autre troisième association qui celle-ci est plus dans le culturel. J'ai suivi, moi c'est vrai que je suis toujours dans l'ombre, j'ai regardé la genèse de Arabesque, un super travail que vous faites là-dessus. Je crois que c'était Barbara. Tout à fait, mais tu es très bien renseigné. Donc, Arabesque, c'était une association qui me tient beaucoup à cœur. Donc, c'est une association qui, cette année, fête ses 10 ans d'existence. Moi, je suis activement membre du bureau depuis 2012, semble, 2012, peut-être début 2013. Et donc, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. La culture, c'est quelque chose qui relie les gens, c'est le ciment d'une société, c'est ce qui fait la qualité. Le festival Arabesque, donc qui est vraiment l'essentiel du projet Arabesque, est actuellement le plus grand festival franco-allemand culturel d'Allemagne. Donc on touche à toutes les facettes de la culture, que ce soit le cinéma, que ce soit la musique classique, que ce soit le rock, que ce soit des soirées lecture. Et ça a très très bien fonctionné. Et effectivement, on est assez ambitieux. On a fait des programmes. Le programme du festival concentre entre 30 et 50 points de programmes différents. Ce qui est assez impressionnant. C'est vrai que moi, je voyais régulièrement comment on appelle le livret avec le programme, avec tous les concerts, tous les événements. Ravi, moi je trouve que c'est super. Il y a une certaine dynamique aussi des différentes associations, des gens qui s'engagent pour la culture. Et au final, on se rend compte que je crois qu'on se croisait régulièrement sur le bateau concert, là, je ne sais plus comment il s'appelle. Tout à fait, le Stupnitz. Le Stupnitz, ou dans d'autres lieux. Bon, après, c'est vrai que voilà, c'est le côté culturel et à Hambourg, super intéressant. Parce que c'est très très lourd à gérer, c'est très très difficile. Par contre, je peux imaginer ça, ouais. Très difficile à mettre en place, c'est très cher, c'est du travail bénévole. Ouais, on compte plus les heures. Les budgets, il n'y a jamais les budgets, il manque toujours. Le financement, l'argent est toujours un très très gros souci dans notre travail, mais d'un autre côté, ça nous fait beaucoup plaisir. Et Barbara Barberon et Nicolas Thibault, qui sont à l'origine de cette association et de ce projet de festival franco-allemand, méritent vraiment toute la reconnaissance des francophones et francophiles. Justement, à cette occasion, je pense que pour l'an prochain, on va essayer de voir dans ce podcast d'inviter Barbara pour justement nous en parler un peu plus en détail d'Arabesque. Alors, pour résumer, en fait, Arabesque, si je me rappelle, c'est plus en début d'année. Alors, tout à fait. Tu dis justement qu'à l'origine, et jusqu'à l'année dernière, le festival Arabesque avait toujours lieu à partir du 22 janvier, date de la signature du traité d'Élysée. Exactement, donc, voilà. Date hautement symbolique, et terminait généralement
au mois de mars, début mars, donc pendant une période de à peu près un mois et demi. Cette année, on avait déjà pris l'année dernière la décision de décaler le festival et de le sortir de l'hiver pour le mettre au printemps, une époque qui me paraissait plus clémente pour ce genre de choses et pour permettre aux gens de sortir. Et Covid aidant, nous avons fait un tout petit projet, mais un très chouette projet en collaboration avec un vidéaste de Nantes, un projet de projection sur une stèle sur la place de la mairie, qu'on a dû décaler en digital. Et maintenant, l'ensemble du programme qui devait avoir lieu entre avril, donc nous voulions commencer mi-mars jusqu'à mi-mai. Et maintenant, on a décalé et Arabesque 2021 aura vraisemblablement lieu en septembre, octobre, novembre. Bon, mais écoute, date est prise alors, pour nos auditeurs, je pense, pour moi aussi. On espère que ça a lieu et que le Covid nous laisse enfin tranquilles. Mais en tout cas, c'est les dates que nous avons maintenant arrêtées. Et évidemment, j'espère que tous les auditeurs de ton blog en seront. On va essayer. Mais écoute, très bien. Écoute, on a beaucoup parlé d'associations et parlé de Bretagne sans parler de crêperie, de crêpes. Moi, à part mon nom breton, j'ai quand même toujours mes galettes bretonnes de temps en temps. Bon, je vais pas faire concurrence là-dessus, on est bien d'accord. Mais c'est vrai que voilà, donc on vient un peu à ton parcours professionnel qui est un peu, atypique. Bon, de toute façon, le personnage est atypique, on est bien d'accord, on est comme on est. Exactement. Exactement. Et d'autant plus que ton podcast, c'est quand même un podcast des entrepreneurs. Voilà, exactement. Donc c'est un peu le sujet. Le sujet, comment on arrive en ayant fait des études de droit, avoir bourlingué et se dire revenir en Bourg et dire bon, ouvrir une crêperie dans les années 90 en Bourg, c'est assez original, non ? L'idée, originale pour un Breton, faire des crêpes, pas vraiment. Ouais, pas vraiment, on est d'accord. Mais quand on parle de crêpes, faire des crêpes pour l'allemand, enfin moi je veux pas jeter de pierre, parce qu'on n'est pas là pour critiquer, on est bien d'accord. Non, mais je vois bien la pierre que tu veux jeter. Mais voilà, tu le connais, le classique, la crêpe pour l'allemand, c'est la belle crêpe du Dôme, donc la fête foraine, Nutella et voilà, un truc immangeable. Mais bon, on va pas faire les puristes, on est d'accord. On va même pas faire les puristes. Effectivement, l'idée est là. Donc là encore, la genèse, elle est vite fait. Donc tu l'as rapidement dit, mes longues études de droit n'ont pas abouti à une carrière de grand juriste. Mon passage en Indonésie n'a pas amélioré mes motivations dans le droit. Et il a fallu évidemment à un moment, à la fin du baroudage, que je devienne quelque chose et que j'affronte la dure réalité de la vie. Voilà, comme on dit en d'autres termes, il faut que la maille rentre, entre guillemets. C'est cela, oui. Et donc, voilà, j'avais 27 ans, je m'inquiétais, mes parents aussi, et le projet, en fin de compte, il est venu rapidement de source. Donc voilà, c'était qu'est-ce que je sais faire, quels sont mes atouts, etc. Donc là, c'était la Bretagne. Donc la Bretagne a toujours été très importante pour nous, aussi en famille. L'Allemagne du Nord tout autant. Malgré tout, les études de droit m'ont donné quelques capacités. Des jugeotes, et donc, à la fin des années 90, la Bretagne était très à la mode en France. Il y avait une fameuse vague bretonne, donc les entreprises genre Armor Luxe et les rayures, on en voyait partout. Il y avait les baguettes de Quimper et d'ailleurs qui jouaient au Parc des Princes à Paris. Les manteaux jaunes fluo, là, comment ça s'appelle, les cirés. Je ne vois pas. Ah bon, d'accord. Excuse-moi, je ne vois pas. Il voit pas. Mais bon, en tout état de cause, l'idée c'était effectivement à ce moment-là d'apporter la Bretagne à Hambourg. Porter la Bretagne à Hambourg, donc je travaillais mon projet dans ma Bretagne. L'idée était de faire une maison de la Bretagne comme il en a existé autrefois à Paris.
dans les années 60, 70 auprès des Champs-Élysées. Ah oui. Et c'était une maison qui regroupait en fin de compte différents volets. L'idée que j'ai développée sur Hambourg était la même, à savoir que de créer un endroit où étaient réunis les entreprises et les produits identifiables comme étant bretons, donc une sorte de showroom et de promotion économique, la promotion culturelle, tourisme et évidemment le nerf de la guerre, ou le lien. La bonne crêpe et la galette. Exactement, pour faire fonctionner tout ça. Dans l'idée, c'est ça. Dans l'idée, donc il y avait des volets un tout petit peu un peu plus sérieux. J'avais été en relation avec le Conseil régional de Bretagne, concernant tout le volet économique. Oui. J'étais en rapport avec des clubs d'entreprises, genre Produits en Bretagne, Création Bretagne qui existait à l'époque. Et moi, avec mes études de droit, je visais beaucoup plus le conseil en entreprise, l'accompagnement, la domiciliation fiscale. Ah oui, donc tu n'avais pas abandonné le sujet. Ah, ok. Bah non. Ah oui, bien. Donc il y avait effectivement beaucoup un accompagnement linguistique, un accompagnement juridique. Une petite entreprise bretonne voulant s'installer à Hambourg avait besoin d'un relais sur place. Et donc je voulais jouer ce relais. D'accord. Et on a fait dans ce cadre-là, on a organisé un salon de la Bretagne, une trentaine d'entreprises qui étaient venues, on avait loué un grand espace dans le centre de Hambourg, on a participé, j'ai fait la représentation de la Bretagne à la foire exposition de Hanovre. Ah ouais, ça c'est bien ça. On a fait des stands collectifs sur des salons qui sont très importants en Allemagne, tout ce qui est salonnage très important, que ce soit Daspot, Reisen, des choses-là. Donc ça, c'était un volet très important de T-Braze à son origine. Un autre volet extrêmement important, c'était le tourisme. On avait une agence de voyage, une véritable agence de voyage, et points d'information touristique, genre Office du tourisme breton, en relation avec le comité régional du tourisme, pour faire la promotion ici dans le nord de l'Allemagne et de l'Allemagne en général. Donc on recevait, on avait la ligne téléphonique pour l'Allemagne, on faisait les réservations, on donnait les conseils, etc. Ah ouais, donc en fait tu combinais un peu l'Office du tourisme breton de Bretagne en Allemagne, la chambre de commerce, un peu comme les clubs un petit peu, c'est pas mal avant l'heure. Donc tu vois, je découvre un restaurant pour rendre la chose plus conviviale. Exactement, donc un all-rounder, si on peut dire ça vulgairement. Un petit peu, un tout petit peu, c'est ça. Donc je me suis très rapidement rendu compte que, évidemment, tenir une crêperie restaurant en Allemagne du Nord, ça demande du travail et du savoir-faire, tout ça. Donc j'ai beau être malin, il a fallu beaucoup d'efforts pour mettre ça en place, comme tu disais au départ. La crêpe bretonne, à Hambourg, personne connaît le repas crêpe. Non, ça c'est clair. Pour l'allemand ou l'hambourgeois en 1998, la crêpe ou une crêperie, c'était un stand de crêpes où on mangeait des crêpes mal cuites au Nutella. Alors merci Hervé, bon écoute, je crois qu'un petit rappel des coordonnées de la maison de la Bretagne. La maison de la Bretagne, déjà d'une, c'est T-Braze Haus der Bretagne, et la boutique de la mer, j'ai complètement oublié d'évoquer, mais on a aussi une boutique de vêtements bretons, Deichstraße 39, au centre de Hambourg, au bord de l'eau, dans le centre historique de la ville. Notre site internet est tbraze.de, et ensuite, en tapant sur Madame Google, T-Braze ou crêperie bretonne et Hambourg, on trouvera directement les références. Et sur notre blog, je pense qu'on fera aussi le lien dessus, puisque c'est un peu le but aussi de faire le lien. En plus, je pense qu'avec toi, tu es la deuxième personne maintenant, après Pierre Delos, qui, sur un épisode précédent, qui nous parlait de l'émission francophone, sur la vague. On a commencé dans cette podcast une série, on va appeler ça Lien francophone, ou de la communauté francophone de Hambourg. Donc voilà, tu nous apportes la touche bretonne. Et je t'en remercie beaucoup. Merci beaucoup. Et à bientôt, Hervé. Merci à toi pour avoir pensé à moi. À bientôt. Ciao. Salut, à très bientôt.
Eh bien, chères auditrices et chers auditeurs, j'espère que ce 9e épisode vous a plu. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Pour ce 10e épisode, mon invité est maître Alexander Mittmann, avocat au barreau de Hambourg et de Paris. Il va nous présenter entre autres les différents domaines du droit sur lesquels il intervient. Je vous donne donc rendez-vous au prochain épisode pour une nouvelle discussion. À bientôt et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode.